Imaginez une silhouette sombre se découpant contre le ciel crépusculaire de la Normandie. Des tourelles pointues, des gargouilles figées dans un rictus éternel, des fenêtres aux vitraux brisés qui semblent vous observer comme des yeux vides. Bienvenue au château de l'Hermitière, un palais de rêve au jour, englouti par elle, oubli, la végétation et les murmures du passé. Ce n'est pas simplement un château abandonné, c'est une légende, un mystère, une tragédie murmurée à voix basse par les habitants des villages voisins qui refusent encore aujourd'hui d'en approcher les grilles rouillées. Durant la Belle Époque, l'Hermitière fut l'un des joyaux les plus éblouissants de toute la France. On y dansait sous des lustres en cristal de baccarat, on y jouait aux cartes en fumant des cigares cubains et les fêtes duraient parfois plusieurs jours d'affilée, illuminant les nuits d'été comme des phares de luxe et de décadence. Mais tout cela s'effondra. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Était-ce un incendie? Une banqueroute fulgurante? Un drame de famille trop sombre pour être raconté en public? Ce que l'on sait, c'est que depuis plus d'un siècle, le château se meurt lentement, englouti par le lierre, les pluies acides et le silence. Ce soir, nous allons remonter le temps. Nous allons pénétrer dans les couloirs interdits de l'Hermitière, écouter les échos des dernières conversations murmurées dans ses salons et tenter de percer le secret de sa chute. Car derrière les murs effrités, derrière les portes bloquées par le temps, il y a une histoire de gloire, de folie et peut-être de sang. Le château de l'Hermitière fut construit entre 1872 et 1878 à la demande de Charles d'Albret, un industriel du textile originaire de Rouen. Mais ne vous laissez pas tromper par son nom de famille aristocratique. Charles N n'était pas un noble de naissance. Il était l'un de ces nouveaux riches de la fin du XIXe siècle, ces capitaines d'industrie qui, grâce à la révolution industrielle, avaient amassé des fortunes colossales en quelques décennies. Pour Charles, l'Hermitière devait être bien plus qu'une résidence. C'était une déclaration, une provocation architecturale. Il voulait surpasser les châteaux historiques de l'Ancien Régime, non pas par l'histoire, mais par la beauté, l'audace et l'excès. Il fit appel à l'architecte Édouard Moreau, un disciple fervent de Viollet-le-Duc, pour concevoir un édifice néo-gothique d'une extravagance inouïe. Plus de 200 ouvriers travaillèrent sans relâche pendant 6 ans. Les pierres de Caen furent taillées à la main, les boiseries venaient des forêts de Bourgogne, les vitraux furent réalisés par des maîtres verriers de Chartres. À l'intérieur, chaque pièce était une œuvre d'art. Tapisseries flamandes, miroirs vénitiens, meubles empires réinterprétés avec une modernité audacieuse et même un théâtre privé pouvant accueillir plus de 80 spectateurs. Mais ce n'était pas tout. L'Hermitière possédait également l'une des premières salles de bain modernes de France, avec eau courante, chaude et froide, ainsi qu'un système d'éclairage électrique, une rareté à l'époque. Charles d'Albret voulait que son château soit le summum du progrès et de l'élégance, et il y parvint. À partir de 1880, l'Hermitière devint le théâtre de réceptions somptueuses. Des artistes, des écrivains, des aristocrates et même des membres de la famille impériale russe furent invités à ces soirées légendaires. On raconte que Sarah Bernhardt y récita des extraits d'Hamlet dans le grand salon, que Marcel Proust y passa une nuit entière à observer les convives pour nourrir ses futurs personnages, et que le compositeur Gabriel Fauré improvisa un nocturne au piano alors que l'aube pointait à peine. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être, parce qu'à partir de 1907, quelque chose commença à se fissurer. Les invités remarquèrent que Charles d'Albret, naguère si exubérant, devenait taciturne, parfois même hagard. Sa femme, Éléonore,
quitta discrètement le château un matin d'automne sans jamais revenir. Les domestiques furent congédiés les uns après les autres. Les invitations cessèrent. Et puis, un soir de mars 1911, un incendie éclata dans l'aile ouest. Personne ne fut blessé, mais une grande partie de la bibliothèque fut détruite. Charles affirma que c'était un accident causé par un court-circuit électrique. Mais certains villageois jurèrent avoir vu des ombres s'enfuir dans les bois cette nuit-là. Le château ne rouvrit jamais ses portes. Et Charles disparut quelques mois plus tard, laissant derrière lui une fortune en ruine et un mystère intact. Mais pourquoi un empire bâti avec tant de soin s'effondra-t-il si brutalement? Était-ce vraiment une simple succession de malheurs? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre, tapi dans les murs de pierre de l'ermitière? Pour comprendre, il faut plonger dans la vie privée de Charles des Salbret, un homme dont le charme naine était qu'un masque derrière lequel se cachait une âme tourmentée. Les lettres retrouvées dans les archives municipales de Lisieux révèlent un homme obsédé par la perfection, mais rongé par la paranoïa. Il écrivait à son avocat en 1905 « Je sens que le monde entier me regarde, me juge, attend ma chute. Ils ne savent pas ce que j'ai sacrifié pour tout cela. » Ce sacrifice, beaucoup pensent qu'il s'agissait de sa famille. Son fils aîné, Victor, fut envoyé dans un pensionnat suisse à l'âge de 8 ans, sous prétexte de lui offrir une éducation exemplaire. Mais les registres de L. École montrent que Il y resta que 2 ans avant être renvoyé sans explication. On perd complètement sa trace après 1898. Quant à sa fille, Léa, elle fut mariée à 17 ans à un riche banquier lyonnais dans une union arrangée qui n'eut jamais lieu. 3 jours avant la cérémonie, elle tenta de s'enfuir avec le jardinier en chef du domaine. On la retrouva inanimée dans les écuries, une corde autour du cou. Suicide ou tentative de meurtre? Le rapport de police a mystérieusement disparu. C'est à cette période, entre 1905 et 1910, que l'ermitière changea de nature. Les fêtes continuèrent, certes, mais elles prirent un tour étrange. Des invités parlèrent plus tard de rituels nocturnes dans la chapelle privée, de conversations chuchotées en langues étrangères, de tableaux recouverts de draps noirs. Une journaliste du Figaro, venue pour un reportage en 1909, nota dans son carnet « Il y a quelque chose de malsain ici. Les rires sonnent faux, les regards fuient. Même les fleurs semblent faner avant d'être cueillies. » Quelques mois plus tard, plusieurs domestiques démissionnèrent en bloc, refusant de dire pourquoi. L'un d'eux, un vieux valet du nom de Jules Morel, confia à un prêtre local. Monsieur d'Albret cherche à parler aux morts. Il dit que sa femme lui apparaît dans les miroirs. Éléonore d'Albret, en effet, avait quitté le château après une crise de nerfs dont personne ne connut la cause exacte. Certains disent qu'elle avait découvert des lettres compromettantes. D'autres, qu'elle avait surpris son mari en compagnie d'un jeune homme aux cheveux blonds. Mais la rumeur la plus persistante, celle que même les historiens hésitent à citer, est que Éléonore avait participé à un rituel occulte visant à ranimer la fortune déclinante du clan des Potes Albret, et que quelque chose avait mal tourné. En 1910, la situation financière du château se détériora rapidement. Les usines de Charles à Rouen firent faillite après une grève violente et ses investissements en Russie furent gelés à la suite des troubles politiques. Il vendit des œuvres d'art, puis des meubles, puis des terres, mais l'argent fondait comme neige au soleil. On dit qu'il passait ses nuits à arpenter les couloirs, murmurant des chiffres et des prières. Puis vint la nuit de l'incendie, le 14 mars 1911. Officiellement, un court-circuit. Mais les pompiers de Falaise notèrent dans leur rapport que les flammes avaient
pris simultanément dans 3 pièces différentes, ce qui est hautement improbable en cas de défaillance électrique. Et surtout, ils trouvèrent dans les décombres de la bibliothèque un cercle de cendres tracé au sol avec du sel, entouré de bougies noires fondues. Une coïncidence? Peut-être. Mais peu après, Charles d'Albret disparut. Son cheval fut retrouvé errant près de la forêt de Cerisy, scellé mais sans cavalier. Aucun corps ne fut jamais retrouvé. Ses enfants héritèrent du château, mais aucun n'osa y remettre les pieds. L'ermitière tomba dans l'oubli. Pendant près de 70 ans, le château resta intact, mais vide. Les portes furent scellées, les fenêtres barricadées, et un gardien payé par les héritiers lointains veillait à ce que personne n'entre. Ce n'est qu'en 1978 qu'un orage détruisit une partie du toit, ouvrant la voie à l'inévitable. La nature reprit ses droits. Le lierre grimpa le long des murs comme un serpent patient. Les planchers s'effondrèrent sous le poids de l'humidité, et les plafonds peints s'effacèrent, goutte après goutte. Aujourd'hui, l'ermitière est un fantôme de pierre. Et pourtant, elle exerce une fascination irrésistible. Des explorateurs urbains, des photographes, des écrivains, des curieux viennent chaque année tenter de percer ses secrets. Certains disent avoir entendu des rires dans les couloirs. D'autres jurent avoir vu une silhouette féminine en robe blanche flotter près de la chapelle. Plus troublante encore, en 2009, un groupe d'étudiants en histoire de l'art fit une découverte macabre dans le sous-sol. Un journal intime caché derrière une fausse cloison appartenant à Éléonore d'Albret. Les pages étaient à moitié effacées par l'humidité, mais quelques phrases subsistaient. Il ne dort plus. Il parle à ceux qui ne sont pas là. Il dit qu'ils lui promettent la fortune éternelle s'il leur offre un sacrifice. Je crains pour Léa. Je crains pour nous tous. Ce journal a depuis disparu, volé ou perdu lors d'un reportage non autorisé. Mais ces extraits ont alimenté des théories encore plus sombres. Certains pensent que Charles d'Albret, désespéré par la chute de son empire, aurait conclu un pacte avec des forces occultes. D'autres suggèrent qu'il était atteint de démence précoce et que ses actes n'étaient que les manifestations d'une maladie mentale non diagnostiquée. Pourtant, une autre piste persiste, celle du meurtre. En 2015, un historien local, Pierre Lemoine, découvrit dans les archives privées d'une famille noble normande une lettre anonyme datée de 1912. Elle disait simplement « Il ne méritait pas ce qu'il a fait subir à sa propre fille. L'ermitière ne devrait jamais être habitée à nouveau. » Cette lettre fut adressée au préfet de Caen, mais aucune enquête ne fut ouverte. Pourquoi ? Parce que les puissants protègent toujours les leurs, même après leur chute. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à l'ermitière, c'est ce qui continue de s'y passer. En 2021, une équipe de documentaristes installa des caméras de surveillance dans le château dans le cadre d'un projet sur l'architecture néo-gothique. Les images furent troublantes. Des portes qui s'ouvrent toutes seules, des ombres qui traversent les couloirs sans source lumineuse apparente, et une nuit, une voix féminine, lointaine mais claire, qui murmure « Reviens ». L'équipe quitta les lieux précipitamment, refusant de publier les images. Depuis, le château est officiellement interdit d'accès. Un arrêté municipal cite des risques structurels majeurs. Mais les rumeurs courent toujours, et plus les années passent, plus la frontière entre l'histoire et la légende devient floue. Alors, qu'est-ce qui a vraiment causé la chute de l'ermitière? L'histoire officielle, banqueroute, isolement, tragédie familiale, est-elle suffisante? Ou y a-t-il une vérité plus enfouie, plus terrible, que personne n'ose formuler? Ce qui est certain, c'est que ce château n'est pas comme les autres.
Il n'est pas simplement un bâtiment abandonné. Il est un miroir de nos propres obsessions. La quête du luxe, la peur de l'échec, le désir de transcender le temps. Charles d'Albret voulait créer un Éden terrestre, un lieu où la beauté triompherait de la médiocrité du monde. Mais en voulant trop, il perdit tout. Et peut-être que dans sa folie, il a réveillé quelque chose qui ne voulait pas être dérangé. Aujourd'hui, l'Hermitière continue de se dégrader. Le toit menace de s'effondrer, les murs penchent dangereusement. Et pourtant, des gens continuent de venir, pas pour piller, mais pour ressentir, pour toucher les murs froids et écouter le silence. Parce qu'il y a une beauté dans la ruine, une poésie dans la décadence. Et Tesquet est peut-être là le véritable secret de Elle, Hermitière. Elle naine n'a pas été détruite par le feu, ni par la faillite, ni même par la folie. Elle a été tuée par le temps, mais elle refuse de mourir complètement. Son âme erre encore dans les couloirs, dans les salons vides, dans les jardins envahis par les ronces. Et elle attend. Elle attend que quelqu'un comprenne, que quelqu'un raconte son histoire, pas comme une simple chronique de richesse perdue, mais comme une tragédie humaine, pleine de passion, de douleur et de secrets trop lourds à porter. Alors, qu'en pensez-vous? Était-ce vraiment un pacte avec des forces obscures, un drame familial refoulé, ou simplement la chute inévitable d'un homme qui voulait trop? Si vous avez une théorie, si vous connaissez une légende liée à l'Hermitière, ou même si vous avez déjà visité les lieux, illégalement ou non, partagez tout cela dans les commentaires. Vos récits pourraient bien nous aider à percer ce mystère une fois pour toutes. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous aussi, car nous explorons chaque mois des lieux oubliés, des histoires secrètes et des légendes que les livres d'histoire n'osent pas raconter. Ensemble, continuons à écouter les murmures du passé, avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Il y a une chose que presque tous les visiteurs de l'Hermitière mentionnent, quelle que soit leur croyance ou leur rationalité, une sensation étrange, presque physique, dès qu'ils franchissent la limite invisible du domaine. Ce n'est pas simplement le vent froid ou le craquement des planchers pourris. C'est comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus lourd, comme si le temps ralentissait. Certains parlent d'un bourdonnement subtil, à la limite de l'audible. D'autres disent ressentir un regard dans leur dos, même lorsqu'ils sont seuls. En 2013, un photographe renommé, Antoine Rivière, passa 3 nuits à Elle, intérieur du château, pour capturer ce qu'il appelait « Elle, âme de la décadence ». Ces photos firent le tour d'Internet. Salle vide, baignée d'une lumière irréelle, portes entr'ouvertes sur des ténèbres profondes, reflets fuyants dans des miroirs brisés. Mais ce qui choqua le plus fut une photo prise au petit matin dans Elle, ancien salon de musique. Une silhouette floue, vêtue d'une robe d'époque assise sur un fauteuil déchiré, les mains posées sur les genoux, le visage tourné vers l'objectif, mais sans trait, juste une absence, une ombre humaine. Rivière jura qu'il n'y avait personne dans la pièce au moment du déclenchement. Il ne revint jamais. Ce n'est pas la seule anomalie documentée. En 2017, un groupe de parapsychologues équipés de capteurs électromagnétiques, de caméras thermiques et d'enregistreurs EVP, voix électroniques fantômes, mena une enquête de 72 heures dans le château. Leurs conclusions furent publiées dans un rapport confidentiel, mais une copie fuita sur un forum spécialisé. Selon ce document, les niveaux des activités électromagnétiques dans la chapelle privée et la bibliothèque dépassaient de 300% les normes naturelles. Plus troublant encore, à plusieurs reprises, des voix féminines prononçant des phrases en français ancien furent captées.
notamment « Il ne reviendra pas » et « Le prix a été payé ». Lorsqu'on demanda aux chercheurs s'ils croyaient à la présence d'esprit, l'un d'eux répondit seulement « Je ne crois en rien, mais je sais qu'il y a quelque chose ici qui ne devrait pas exister ». Mais peut-être que la véritable horreur de Elle Hermitière ne réside pas dans les phénomènes surnaturels, aussi inquiétants soient-ils, mais dans la banalité du mal humain. Revenons à Charles d'Albret. Les archives financières récemment déclassifiées montrent qu'en 1909, il transféra une somme considérable à un certain docteur V. Lacroix, un médecin discret basé à Paris, spécialisé dans ce qu'on appelait alors les troubles nerveux féminins. À l'époque, cela pouvait cacher bien des choses: avortements clandestins, traitements expérimentaux, internements forcés. Or, ce même mois, sa fille Léa disparaît des registres publics. Elle n'apparaît plus dans les listes de mariage, ni dans les actes de décès. Elle s'évapore. Et si Charles, pour sauver L2 honneur de la famille, ou pour punir sa fille D, avoir voulu fuir, elle avait fait enfermer dans un asile privé, les asiles de l'époque étaient des lieux de souffrance inimaginables, où les patients étaient souvent traités comme des bêtes. Léa aurait pu y mourir dans l'indifférence générale. Et Éléonore? Peut-être qu'elle n'a pas fui par peur, mais pour protéger ce qui restait de sa famille. Il existe une autre piste, plus terre-à-terre mais tout aussi tragique: l'addiction. Dans les inventaires post-incendie, on retrouve plusieurs flacons vides étiquetés laudanum et morphine sulfate. À l'époque, ces substances étaient légales, prescrites aux femmes pour calmer les nerfs et aux hommes pour soulager la douleur ou le stress. Mais une consommation excessive pouvait mener à la paranoïa, aux hallucinations, à la folie. Et Charles, sous pression financière, familiale et sociale, aurait pu sombrer dans une dépendance silencieuse. Ses comportements étranges, ses nuits sans sommeil, ses conversations avec des absents, tout cela correspond aux symptômes d'un usage chronique d'opiacés. L'incendie peut être causé par une lampe renversée dans un état second. Sa disparition, une fuite désespérée ou pire, un suicide dissimulé. Mais alors, pourquoi le mystère persiste-t-il? Parce que la vérité, dans les grandes familles, est souvent enterrée avec les secrets. Ce qui rend l'Hermitière si puissante, c'est qu'elle résiste à toute interprétation définitive. Elle est à la fois une tragédie sociale, un drame familial, un lieu hanté et un monument à la vanité humaine. Elle est tout cela à la fois, et peut-être rien de tout cela. C'est cette ambivalence qui la rend vivante, même en ruine. Contrairement à d'autres châteaux abandonnés qui tombent dans l'indifférence, l'Hermitière continue d'attirer, de fasciner, de provoquer des rêves et des cauchemars. En 2023, un collectif d'artistes contemporains y organisa une performance immersive illégale, installant des projecteurs dans les salles vides pour recréer les lumières des fêtes d'antan. Ils diffusèrent en direct sur les réseaux sociaux. Pendant 3 heures, des milliers de spectateurs virent les murs fissurés s'illuminer, les ombres danser, les vitraux colorer la poussière en suspension. Puis, soudain, la transmission fut coupée. Le collectif réapparut 12 heures plus tard, pâle et silencieux. Elle, un D, déclara plus tard dans un podcast: « On n'y était pas seul. On sentait une présence, comme si le château nous observait, comme s'il nous jugeait. Aucun DEN a jamais révélé ce qui est passé pendant ces 12 heures d'absence. Pourtant, malgré les rumeurs, les interdictions et les dangers, des gens continuent d'essayer de sauver l'Hermitière. En 2020, une association de préservation du patrimoine, les Amis de l'Hermitière, lança une campagne de financement participatif pour sécuriser les structures et empêcher l'effondrement total. Ils recueillirent plus de 80 000 € en 3 mois. Un succès
retentissant. Mais juste avant le début des travaux, le propriétaire actuel, un lointain descendant des d'Albret vivant en Argentine, bloqua le projet. Dans une lettre sobre, il écrivit « Ce lieu n'est pas à restaurer, il est à laisser en paix. Ce qui s'y est passé ne doit pas être réveillé. » Depuis, le château continue de se détériorer. Chaque tempête emporte un peu plus de toit. Chaque hiver fait craquer une poutre supplémentaire. Et pourtant, les photographes reviennent. Les écrivains s'en inspirent. Les adolescents bravent les barbelés pour y passer une nuit, comme un rite de passage. L'ermitière est devenue plus qu'un bâtiment. C'est un mythe vivant. Et peut-être que c'est là sa véritable malédiction, ou sa grâce. Parce que tant qu'il y aura des gens pour en parler, pour en rêver, pour en avoir peur, l'ermitière ne disparaîtra jamais complètement. Elle survivra dans les histoires murmurées, dans les images floues, dans les frissons du dos, quand le vent souffle juste un peu trop fort dans les arbres. Elle est devenue une partie de notre inconscient collectif, le symbole de ce qui arrive quand ambition dépasse humanité. Mais alors, devrions-nous la laisser mourir? Ou devrions-nous tenter de la sauver, non pas pour la ramener à sa gloire passée, mais pour honorer la douleur qu'elle contient? Certains disent que restaurer l'ermitière, c'est effacer sa mémoire, que sa beauté réside précisément dans sa chute. Regardez ces murs couverts de lierre, ne sont-ils pas plus poétiques que le marbre poli? Ces fenêtres brisées ne racontent-elles pas une histoire plus vraie que n'importe quel guide touristique? Il y a une esthétique de la ruine qui touche quelque chose de profond en nous. La reconnaissance que tout finit, que rien ne dure, que même les empires les plus brillants s'effondrent. C'est peut-être pour cela que l'ermitière nous fascine autant. Elle est un miroir de notre propre fragilité. Pourtant, d'autres voix s'élèvent. Des historiens, des architectes, des descendants de domestiques qui servirent autrefois dans le château. Ils disent que laisser l'ermitière s'écrouler, c'est effacer des vies entières. Pas seulement celles de Charles ou d'Éléonore, mais celles des cuisiniers, des palefreniers, des jardiniers, des femmes de chambre. Tous ces gens sans nom qui ont construit, entretenu, animé ce lieu. Leur histoire mérite aussi d'être racontée. En 2024, une ancienne femme de chambre, âgée de 98 ans, contacta un journal local pour partager ses souvenirs. Elle se souvenait avoir porté du thé à Éléonore dans sa chambre, la nuit où celle-ci décida de partir. Elle pleurait en silence, dit la vieille dame. Pas des larmes bruyantes, juste des larmes qui coulaient, comme de la pluie sur une vitre. Et elle m'a dit, « Si tu restes ici, oublie-moi, oublie tout. » Ce témoignage, fragile et poignant, est peut-être la clé. Peut-être que le vrai drame de l'ermitière n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on a choisi d'oublier. Et c'est là que vous entrez en jeu. Parce que chaque fois que vous regardez une vidéo comme celle-ci, que vous partagez une photo, que vous écrivez un commentaire, vous participez à garder cette histoire en vie. Vous refusez l'oubli. Vous dites « Non, ce château n'est pas juste un tas de pierres. Il a une âme, il a une voix. » Alors, je vous le demande, qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous eu la chair de poule? Un frisson? Une intuition soudaine? Peut-être connaissez-vous une légende locale que personne n'a encore racontée. Peut-être avez-vous un lien familial avec la région. Peut-être avez-vous même visité les lieux et vu quelque chose que vous ne avez jamais osé dire à personne. N'ayez pas peur. Partagez-le ici, dans les commentaires. Parce que c'est ensemble que nous pourrons peut-être un jour percer le mystère de l'ermitière. Pas avec des caméras ou des détecteurs, mais avec des souvenirs, des émotions, des fragments de vérité. Et si cette plongée dans l'histoire sombre et magnifique de ce joyau perdu vous a touché, alors faites-le savoir. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne,
Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, parce que le passé ne dort jamais vraiment. Il attend juste qu'on veuille bien l'écouter. Et ce soir, dans le silence de la nuit normande, l'ermitière vous écoute aussi. Il existe une légende, transmise oralement dans les hameaux autour de Saint-Pierre-sur-Dive, qui raconte que l'ermitière n'était pas simplement le rêve d'un industriel ambitieux, mais le fruit d'un vœu sacrilège. Selon cette version, Charles d'Albret, alors simple contremaître dans une usine textile, aurait fait un pacte avec une entité qu'il appelait la Dame des Ombres. Une figure ambiguë, mi-déesse païenne, mi-esprit vengeur, lors de une nuit de désespoir, après avoir perdu sa mère et son premier enfant dans un incendie. Il aurait juré de construire un palais si magnifique que même la mort en serait jalouse, à condition que la fortune lui soit accordée. Et la fortune vint. Mais, comme dans toutes les histoires de pacte, le prix ne fut révélé qu'après. La dame exigeait un sacrifice, non pas une vie mais une âme, celle de quelqu'un qui l'aimait plus que tout. Charles crut d'abord que ce serait lui, mais la malédiction, comme souvent, se tordit. Ce fut sa fille Léa qui en paya le prix, non par la mort, mais par l'effacement. Son nom rayé des registres, son existence effacée, son souvenir maudit. On dit que si on prononce son prénom 3 fois à minuit devant la grille du château, on entend un sanglot étouffé dans le vent. Bien sûr, les historiens rient de ces contes. Pour eux, ce ne sont que des fables nées de l'imagination populaire, nourries par l'isolement du lieu et la beauté tragique de ses ruines. Mais pourquoi alors, chaque année, des dizaines de personnes viennent-elles marmonner ce prénom devant les grilles rouillées? Pourquoi des bougies sont-elles retrouvées près de la chapelle, même en plein hiver? Et pourquoi, lorsqu'on examine les anciennes cartes du cadastre, le terrain sur lequel fut bâti ermitière, apparaît-il toujours marqué d'esquisse un symbole étrange, une étoile inversée entourée de lierre, absent de toutes les autres parcelles alentour? Ce symbole n'appartient à aucun registre officiel. Il ne figure dans aucun manuel d'architecture ou de géomancie connu. Pourtant, il est là, mais peut-être que la clé de tout réside dans un détail apparemment anodin, le nom lui-même, l'ermitière. En français, ce mot évoque un lieu d'isolement, de retraite spirituelle, un ermitage. Pourtant, aucun ermite n'a jamais vécu là. Avant la construction du château, le terrain était une simple prairie louée à des bergers. Alors pourquoi ce nom? Charles d'Albret aurait-il choisi ce terme pour se moquer de lui-même? Un homme riche qui, malgré ses fêtes et ses invités, se sentait profondément seul? Ou s'agissait-il d'un hommage codé à quelque chose de plus ancien? Des recherches linguistiques récentes suggèrent que ermitière pourrait être une déformation phonétique un mot plus ancien, d'origine celtique, signifiant le lieu où les esprits se rassemblent. Si c'est le cas, alors Charles n'a pas choisi un nom au hasard. Il savait que ce terrain avait une histoire bien avant lui, et il l'a utilisé. Car avant d'être un symbole de la belle époque, ce site était peut-être un lieu sacré ou maudit depuis des siècles. Des fouilles clandestines menées par des passionnés d'archéologie en 1988 et rapidement interrompues par les autorités auraient révélé sous les fondations du château les vestiges d'un ancien dolmen, partiellement détruit lors des travaux de 1872. Des fragments de poterie néolithique furent retrouvés, ainsi qu'une pierre gravée d'un motif en spirale, identique à ceux découverts dans des sites funéraires bretons. Ce genre de motif est souvent associé au rite de passage entre les mondes, le monde des vivants et celui des morts. Était-ce un hasard si Charles, dans sa quête désespérée de contact avec l'au-delà, avait choisi précisément cet endroit?
ou avait-il été attiré là comme s'il répondait à un appel ancestral? Ce qui rend cette hypothèse encore plus crédible, c'est le comportement de Charles dans les dernières années de sa vie. Il ne cherchait pas seulement à parler aux morts, il cherchait à les rejoindre. Des carnets retrouvés dans une malle scellée à Lyon en 2005 révèlent qu'il étudiait la Kabbale, l'alchimie et les textes ésotériques de la Renaissance. Il y avait même une copie annotée du Grand Grimoire, ouvrage interdit au XIXe siècle contenant des rituels de conjuration. Sur la dernière page, une phrase écrite à elle, encre rouge, « Si je dois brûler pour que celle revienne », alors que le feu me prenne tout entier. À qui s'adressait-il? À Éléonore? À Léa? Ou à une entité plus ancienne, plus affamée que tout ce que l'humanité a pu imaginer? C'est cette ambiguïté qui hante encore l'ermitière. Elle n'est ni tout à fait un lieu de folie humaine, ni tout à fait un portail vers l'inconnu. Elle est les deux à la fois. Et c'est précisément cette dualité qui la rend si puissante. Elle nous force à regarder ce que nous préférons ignorer, que la frontière entre la raison et la superstition est mince, que nos désirs les plus profonds peuvent nous conduire à la ruine, et que certains lieux dans ce monde ne nous appartiennent pas. Ils nous tolèrent, tout au plus. Et pourtant, malgré tout, malgré les rumeurs, les interdictions, les mises en garde, l'ermitière continue d'appeler. Pas seulement les curieux ou les chasseurs de fantômes, mais les rêveurs, les poètes, ceux qui cherchent dans les ruines un reflet de leur propre mélancolie. Il y a une forme de catharsis dans la contemplation de ce qui fut grand et qui est tombé. L'ermitière nous rappelle que la beauté n'est pas éternelle, mais c'est justement cette fragilité qui la rend précieuse. Regardez ces escaliers de marbre à moitié effondrés. Ils ont vu des robes de soie les descendre au son d'un orchestre. Aujourd'hui, seule la pluie les lave, et pourtant ils sont toujours beaux. Plus beaux peut-être, parce qu'ils portent en eux la mémoire du temps. En 2025, un projet artistique ambitieux a été lancé en secret. Une série de projections nocturnes sur les façades du château combinant archives historiques, lecture de lettres oubliées et compositions musicales inspirées des dernières partitions trouvées dans le théâtre privé. L'idée n'est pas de ressusciter l'ermitière, mais de lui offrir une veillée funèbre digne de son histoire. Le réalisateur, Lucien Moreau, un descendant éloigné de l'architecte Édouard Moreau, explique « Ce n'est pas un hommage à la richesse, c'est un hommage à la douleur humaine, à tous ceux qui ont aimé, perdu, espéré et été broyés par leurs propres rêves. » La première projection aura lieu cette nuit, la nuit de la Toussaint, quand le voile entre les mondes est le plus fin. Et pour la première fois depuis plus de 100 ans, les lumières de l'ermitière brilleront à nouveau, même si ce n'est que pour quelques heures. Mais ce n'est pas qu'un spectacle, c'est un acte de mémoire. Parce que si nous oublions l'ermitière, nous oublions aussi ce qu'elle représente, l'illusion de la permanence, la dangerosité de l'orgueil et la puissance destructrice de l'amour mal placé. Ce château n'est pas un simple décor de ruines pittoresques. C'est un avertissement et aussi, curieusement, une invitation à regarder nos propres vies, nos propres rêves, avec plus d'humilité, à ne pas construire des palais sur des fondations de sable, à ne pas sacrifier ceux qu'on aime sur l'autel de l'ambition. Alors, maintenant que vous connaissez son histoire, ou du moins une version de cette histoire, que ressentez-vous? Une tristesse? Une fascination? Une peur sourde? Dites-le-moi. Parce que chaque réaction est une pierre ajoutée à l'édifice de sa mémoire. Et si cette plongée dans les couloirs hantés de l'ermitière vous a touché, alors agissez. Likez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les mystères du passé. Abonnez-vous, car nous ne racontons pas que des histoires. Nous donnons une voix à ceux que le temps a réduits au silence. Et surtout,
laissez un commentaire. Racontez-moi ce que vous pensez être arrivé à Léa. Dites-moi si vous croyez au pacte, à la folie ou à quelque chose de plus ancien. Vos mots pourraient bien être la clé qui, un jour, libérera l'ermitière de son long sommeil, car ce château n'attend pas seulement qu'on le regarde. Il attend qu'on le comprenne, et peut-être qu'on le pardonne. Il y a un détail que presque personne ne mentionne, mais qui pourrait bien être la pièce manquante du puzzle, les miroirs. Pas n'importe quel miroir, ceux du grand salon, commandés spécialement à Venise en 1876. Ils étaient réputés pour leur clarté exceptionnelle, leur cadre en argent massif et surtout leur nombre. 11 miroirs disposés de manière à refléter infiniment la salle, créant un effet de labyrinthe visuel qui fascinait les invités. Mais ce n'était pas qu'un caprice esthétique. Dans les croyances ésotériques du XIXe siècle, les miroirs étaient considérés comme des portes vers elle, autre côté. Des surfaces où les esprits pouvaient se manifester, où les âmes perdues pouvaient chercher à revenir. Et Charles, dans ces dernières années, fit interdire quiconque d'y toucher. Il exigeait qu'il reste toujours propre, toujours dégagé, même quand le reste du château tombait en désuétude. Or, lors de l'incendie de 1911, tous les miroirs furent épargnés. Aucune trace de fumée, aucune tache, aucune fissure. C et D, autant plus étrange que L, L-Ouest, où se trouvait le salon, fut la plus touchée. Les pompiers notèrent dans leur rapport, les flammes semblaient contourner les miroirs, comme si elles en avaient peur. Après la disparition de Charles, les miroirs furent recouverts de draps noirs par ordre de ses héritiers. Mais en 1944, pendant l'occupation allemande, des soldats de la Wehrmacht pillèrent le château. On raconte qu'ils arrachèrent ces draps et qu'aucun ne sortit vivant du salon. 3 furent retrouvés morts, le visage figé dans une expression d'horreur absolue, les yeux grands ouverts, fixés sur les miroirs vides. Le 4e disparut. Son casque fut retrouvé au pied d'un miroir, avec une inscription griffonnée à l'intérieur. « Sie nicht hinein » ne regarde pas à l'intérieur. À ce jour, 7 des 11 miroirs subsistent, bien que couverts de moisissures et de poussière épaisse. Les explorateurs évitent de les nettoyer. Certains affirment que, si l'on ose les regarder trop longtemps, on commence à voir autre chose. Pas son propre reflet, mais une version altérée de soi, plus âgée, plus triste, ou parfois complètement étrangère. En 2022, une vidéaste courageuse, Clara Dumas, filma une séquence de 47 secondes face à l'un de ses miroirs. Dans la vidéo, on la voit sourire, puis froncer les sourcils. À la 32e seconde, elle recule brusquement, comme repoussée par une force invisible. La caméra tombe, mais continue d'enregistrer. Pendant 15 secondes, on entend sa respiration haletante. Puis un murmure féminin en français parfait du 19e siècle. « Tu ne n'es pas la première à chercher des réponses ici, mais tu seras la dernière à les entendre. » Clara quitta le château cette nuit-là et n'a jamais republié de contenu depuis. Les miroirs, donc, ne sont pas que des objets décoratifs. Ils sont des témoins, peut-être même des prisonniers. Certains chercheurs en phénomènes paranormaux avancent que Charles, dans ses rituels, aurait utilisé ces miroirs comme pièges à âmes. Une technique mentionnée dans certains grimoires médiévaux, consistant à capturer l'essence d'un esprit dans une surface réfléchissante. Si c'est vrai, alors les miroirs de l'ermitière ne reflètent pas la lumière. Ils retiennent des voix, des visages, des souvenirs piégés. Et si l'un d'eux se brise, que se passerait-il? Personne n'ose le vérifier. Mais revenons à la question la plus simple, et peut-être la plus douloureuse. Charles d'Albret était-il méchant? Ou n'était-il qu'un homme brisé par ses propres rêves? Les lettres qu'il écrivit à sa sœur cadette, Marguerite,
conservé dans une valise en cuir à l'aile Université de Caen, le montre sous un jour nuancé. Il parlait de sa fille Léa avec une tendresse presque poétique. Elle a les yeux de sa mère, mais le rire de mon père. Si le monde pouvait être aussi doux qu'elle, je n'aurais jamais eu besoin de construire ce château. Il avouait aussi ses doutes. Parfois, je me demande si je n'ai pas confondu le amour avec le besoin d'être admiré. Ce n'est pas le langage d'un tyran ou d'un dément. C'est celui d'un homme perdu, prisonnier de son propre succès. Et Éléonore, longtemps dépeinte comme une femme froide qui abandonna son foyer, les archives révèlent aujourd'hui une autre facette. Après son départ, elle vécut sous un nom d'emprunt à Deauville, travaillant comme professeur de musique pour de jeunes orphelines. Elle ne se remaria jamais. Et chaque année, à la date de l'anniversaire de Léa, elle envoyait une carte postale à l'Hermitière, toujours non ouverte, car Charles refusait qu'on les lui remette. La dernière fut envoyée en 1938. Elle est restée dans les archives de la poste locale, intacte. Sur le recto, une photo du phare de Gatteville. Au dos, une seule phrase, « Je t'attends toujours ». À qui s'adressait-elle? À sa fille? À Charles? Ou à elle-même, dans un dernier espoir de réconciliation avec son passé? Ces détails humains changent tout. L'Hermitière n'est plus seulement un lieu de mystère surnaturel. C'est un drame intime, amplifié par la richesse, le statut et l'isolement. Ce château est la tombe d'un amour perdu, d'une famille déchirée, d'un père qui voulait tout donner, mais ne savait pas comment aimer sans posséder. Et c'est peut-être ce qui le rend si universel. Combien d'entre nous, dans nos propres vies, construisons des châteaux, carrières, réseaux sociaux, relations, dans l'espoir d'être enfin vus, enfin aimés? Et combien de ces châteaux finissent-ils par nous enfermer? Et cette humanité cachée derrière les pierres froides qui fait qu'elle, Hermitière, ne peut pas, ne doit pas, être réduite à une simple attraction pour amateurs de frissons. Elle est un miroir, justement, pas celui de Venise, mais celui de notre propre âme. Et ce qu'on y voit dépend de ce qu'on porte en soi. Aujourd'hui, le débat fait rage. Faut-il classer l'Hermitière au patrimoine national? Plusieurs associations militent pour sa reconnaissance officielle, non pas pour en faire un musée, mais pour la préserver comme lieu de mémoire émotionnelle. Le ministère de la Culture hésite. D'un côté, le château est un exemple exceptionnel d'architecture néo-gothique civile, un style rare en France, surtout dans cette région. De l'autre, son état de ruine avancée et son aura maudite en font un cas épineux. Comment justifier des fonds publics pour un lieu associé à la folie, à l'occultisme, à la tragédie? Et pourtant, n'est-ce pas justement ce qui en fait un patrimoine précieux? Parce que l'histoire n'est pas faite que de gloire et de triomphe. Elle est aussi faite de silence, de larmes non versées, de secrets enfouis. En mars 2025, une pétition citoyenne a été lancée, intitulée « Sauvons l'Hermitière », pas pour la pierre, mais pour la mémoire. Elle a déjà recueilli plus de 42 000 signatures. Parmi les signataires, des historiens, des écrivains, des descendants de domestiques et même un ancien ministre de la Culture. Leur argument central est simple. Laisser l'Hermitière s'effondrer complètement, c'est effacer une partie de notre mémoire collective. Pas seulement celle des riches, mais celle de tous ceux qui ont vécu, aimé et souffert à ses côtés. Mais le plus puissant argument vient peut-être d'un enfant. En 2024, une école primaire de Lisieux mena un projet pédagogique sur les châteaux oubliés. Les élèves, âgés de 9 à 11 ans, devaient écrire une lettre à un personnage imaginaire du château. L'une d'elles, Léa, oui, elle s'appelait Léa, écrivit « Cher fantôme, je ne sais pas si tu es triste ou en colère,
Mais si tu veux, je peux venir te tenir compagnie. On n'a pas besoin de lumière pour être amis. » Cette lettre, lue lors d'une réunion du conseil municipal, fit pleurer plusieurs élus, parce qu'elle rappelait une vérité simple. Derrière chaque légende, il y a un cœur humain qui bat encore. Alors, peut-être que le salut de l'ermitière ne viendra pas des ingénieurs ou des politiques, mais de la compassion, de notre capacité à regarder la ruine non avec peur, mais avec respect, à écouter ces murs non comme des témoins de la folie, mais comme des gardiens de douleurs trop longtemps ignorées. Et maintenant, alors que cette histoire touche à sa fin, je vous pose une dernière question. Si vous aviez la chance, ou la malchance, de passer une nuit seule à l'ermitière, que feriez-vous? Vous cacheriez-vous dans une armoire, tremblant de peur? Ou vous assoiriez-vous dans le grand salon, face à l'un des miroirs, et demanderiez-vous « Qui êtes-vous » Parce que ce château ne répond pas à ceux qui le craignent, il parle à ceux qui osent l'écouter. Peut-être qu'un jour, grâce à vous, grâce à nous tous, l'ermitière ne sera plus un lieu de mystère terrifiant, mais un sanctuaire de mémoire. Pas un musée froid, mais un espace vivant où l'on raconte non seulement la beauté de la belle époque, mais aussi la fragilité de ceux qui l'ont vécue. Où l'on honore non seulement l'architecte, mais aussi la cuisinière qui pleurait en épluchant les pommes, le palefrenier qui murmurait des chansons à ses chevaux, la femme de chambre qui a gardé le secret d'une mère en fuite. Alors, si cette histoire vous a marqué, si vous sentez comme moi que l'ermitière mérite d'être entendue, agissez, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la et surtout laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez être arrivé à Charles, à Léa, à Éléonore. Vos mots ne sont pas que des mots. Ce sont des offrandes, des prières modernes pour des âmes oubliées, car tant que nous parlerons d'eux, ils ne seront jamais vraiment partis. Et qui sait, peut-être que cette nuit, dans le silence normand, l'ermitière vous sourira. Il y a une dernière chose que je dois vous révéler, quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement par peur du ridicule ou de ce que cela pourrait déclencher. L'année dernière, j'ai moi-même visité l'ermitière. Pas en tant que simple curieux, mais avec une intention précise, écouter. J'y suis allé à l'aube d'un matin de novembre, juste après la Toussaint, quand le brouillard normand enveloppe les arbres comme un linceul. J'avais avec moi un carnet, un enregistreur et une photo de Léa d'Albret, une image floue, découpée dans un journal de province de 1903, la seule trace visuelle connue d'elle. Je voulais poser cette photo dans la chambre qu'elle occupait jadis, comme un geste de réparation symbolique, un acte de mémoire. Le château M a accueilli dans un silence si profond que il semblait absorber même le battement de mon cœur. Les marches craquaient sous mes pas, non pas comme un avertissement, mais comme un soupir de reconnaissance. J'ai trouvé sa chambre facilement, la troisième porte à gauche, au premier étage, comme l'indiquait un plan retrouvé dans les archives de Rouen. Le papier peint, autrefois bleu ciel, était presque entièrement décollé. Le lit avait disparu, emporté par les pillards ou la pourriture. Mais dans un coin, posé sur une tablette de bois à moitié effondrée, il y avait une poupée de chiffon. Ses yeux étaient deux boutons noirs, ses cheveux des brins de laine jaunie. Elle n'avait pas bougé depuis plus d'un siècle. Je posais la photo à côté d'elle. Puis je murmurais « Léa, nous ne t'avons pas oublié. » Et là, le vent se leva. Pas dehors, à l'intérieur. Un courant d'air soudain, froid comme la glace, traversa la pièce. L'enregistreur posé sur le sol capta un son, un rire, léger, presque enfantin, suivi d'un souffle qui prononça très doucement « Merci ». Je n'ai pas couru. Je suis resté, par respect, par humilité,
Et parce que, pour la première fois, je compris, l'ermitière n'est pas hantée par des fantômes. Elle est gardée par des souvenirs, et ces souvenirs ne veulent pas nous effrayer. Ils veulent juste qu'on se souvienne. Depuis ce jour, je n'ai jamais écouté l'enregistrement. J'ai peur que si je le réécoute trop souvent, la voix disparaisse. Comme si elle ne pouvait exister qu'une seule fois dans le silence parfait de ce matin-là. Mais je sais qu'elle est là. Et je sais que tant que quelqu'un se souviendra de Léa, elle ne sera jamais vraiment perdue. Peut-être que dans votre propre vie, il y a aussi une ermitière, un lieu, une personne, un souvenir que vous avez laissé derrière vous, par peur, par honte, par oubli. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, pour écouter, pour dire « Je suis là, je me souviens », parce que c'est cela la vraie magie, pas les rituels, pas les miroirs, pas les pactes, juste la mémoire, offerte avec tendresse. Et maintenant, alors que les dernières lueurs de cette enquête s'estompent, je voudrais vous laisser avec une image. Imaginez l'ermitière, non pas en ruine, mais au crépuscule d'un été de 1891. Les lumières sont allumées, des violons résonnent dans le jardin, des femmes en robe de soie rient sous les glycines. Charles, encore jeune, encore plein d'espoir, serre la main de sa fille sur le perron. Éléonore, dans l'ombre d'une fenêtre, sourit en les regardant. Rien ne laisse deviner la chute. Tout semble éternel. C'est cette image qu'il faut garder à l'esprit. Parce que la tragédie de l'ermitière n'est pas sa fin. C'est ce qu'elle a perdu en chemin. La simplicité de l'amour, la paix du quotidien, la joie sans artifice. Le château, dans sa folle ambition, a oublié que la vraie beauté ne réside pas dans le marbre ou les lustres, mais dans un regard partagé, une main tenue, un silence complice. Alors, si vous ne retenez qu'une chose de cette longue plongée dans les couloirs du passé, que ce soit ceci: ne construisez pas votre vie comme un château destiné à impressionner les autres. Construisez-la comme un foyer, même modeste, où les âmes peuvent se reposer, se parler et se reconnaître. Et si vous avez ressenti quelque chose en écoutant cette histoire, un frisson, une larme, une intuition, partagez-le. Parce que chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement n'est pas juste un clic. C'est une promesse. La promesse que l'ermitière ne sera pas oubliée, que Léa aura enfin une voix, que Charles sera jugé non seulement pour ses erreurs, mais aussi pour ses regrets, et qu'Éléonore saura enfin qu'elle n'a pas fui en vain. Alors, s'il vous plaît, likez cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations dans les coins oubliés de Elle Histoire. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous ressentez, posez une question, partagez une théorie, ou simplement écrivez « Je me souviens ». Car tant que nous parlerons, l'ermitière vivra. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très bientôt dans les ombres du passé.